cette notion de temporalité que je trouve quand même importante, parce que pour parler des influences du social sur le génétique, là, vous avez dit vous-même, il faudrait revenir à plus qu'il y a 500 ans. Donc on se trouve aussi dans une impossibilité d'analyse de ces effets-là si on ne prend pas en regard plus loin. Et du coup, il y a la vision sociologique qui peut être en instantané, mais à une échelle beaucoup plus grande. Et il y aura la vision génétique qui serait plutôt de revenir à la phylogénétique, justement, de d'où ça vient, comment ça se transforme, les influences. Et à ce moment-là, d'ailleurs, il n'y a même aucune différence vraiment concrète qui se définit du début entre le contexte et la génétique. La schismogenèse ou tous ces processus dans lesquels les spécialisations se font, c'est toujours dans l'interaction du contexte et de la génétique. Donc la génétique en tant que telle, elle n'exprime rien. Elle est obligée d'avoir son contenu pour l'être. Et du coup, ça dépend de ses axes un peu. Mais là, je pense qu'on est quand même... c'était ça un peu que je trouvais intéressant, c'est l'aspect du génétique. Oui, mais d'une manière sociologique, avec ces espèces d'instantanés sur où on en est, on ne peut pas en dire grand-chose. Et la question de la temporalité, il faut prendre en considération le fait que la culture, elle se transforme beaucoup plus rapidement que le corps, les corps. Ce qui fait que ce sont des temporalités différentes et qui fait que, par exemple, des auteurs comme par exemple Alain Testard, qui a essayé de mettre en rapport et de comparer l'évolution culturelle avec l'évolution biologique, mais il ne prenait pas en considération ces différences de temporalité. Il y aurait l'épigénétique, alors à ce moment-là, qui pourrait peut-être plus rentrer dans le lien entre culture et biologie, mais on se trouve ce croisement. Il n'y a pas vraiment non plus de ligne grise. C'est vrai, Lévi-Strauss n'a pas parlé de ça, peut-être à l'époque, on ne parlait pas encore tellement. Mais je voudrais dire quand même aussi discontinuité, aussi pour reprendre les sous de la phénoménologie, discontinuité par rapport à son sentiment d'identité, qui à mon avis, plus que si on croit ou pas au délire, est quand même un élément important. Est-ce qu'il y a ce sentiment de mêmeté, d'ipséité, avec une capacité à se dire que même si c'est d'autres étapes de notre vie et qu'on a changé, on est la même personne? Est-ce qu'ils se sont la même personne quand il a fait des actes antisociaux ou pas, ou comme ça? Et ça, c'est aussi un critère, à mon avis, très très important pour savoir si on est dans des choix de la sociologie ou si on est dans quelque chose d'une différence, à sentir sa continuité de soi-même. Et moi, c'est aussi dans ce sens-là que j'entendais votre terme de discontinuité. Je trouve que c'est dommage que si on ne le met que par rapport à la sociologie. Oui, ça veut dire, vous le mettriez par rapport à quoi? L'ipséité dans le sens de la phénoménologie. Comme Beauvais le dit, c'est pas le truc, est-ce qu'on a l'impression d'être la même personne tout en changeant? Est-ce qu'on arrive à intégrer qu'on ne se comporte pas de la même manière? Au niveau de l'existence, oui. Voilà. Oui. Non, sans doute, moi, j'ai défini un champ, mais qui peut être élargi. Binswanger, il le fait, d'ailleurs. Je me suis demandé, dans le fond, aussi, parce que par rapport à ce que tu disais, ça me faisait penser, c'est que comment est-ce qu'on pourrait aussi parler de ça en faisant recours à Winnicott et l'espace transitionnel. Qu'est-ce qui est dû? On a besoin de cet espace transitionnel collectif pour construire quelque chose de plus individuel. Et puis, sans espace transitionnel, on ne peut rien se construire. Oui, l'espace transitionnel, c'est une tentative presque de pallier à cette discontinuité. Évidemment culturel, c'est le champ culturel aussi. On parle beaucoup de biologie dans toutes ces dimensions pour pouvoir regarder qu'est-ce qui est du délire, qu'est-ce qui est de la folie type génie, qu'est-ce qui est du malade. C'est cette subjectivité émotionnelle qui ne ressort pas de ce que vous décrivez. Et puis je crois que c'est un peu ça le point de repère. Finalement, tout le monde délire de la même manière, on se sent tous bien, mais s'il y a un autre qui voit ça autrement, et puis les gens qui sont là-dedans, et qui n'ont pas un autre, comme vous disiez, par exemple, un autre vécu subjectif parce qu'ils partagent les mêmes convictions. Je ne sais pas où est-ce que vous positionnez ça, et puis comment ça s'intègre dans ce que vous avez pu apporter de ces dimensions biologiques, culturelles, politiques.
On se dit parfois qu'on vit dans un monde de fou, mais ça dépend où est-ce qu'on se trouve, en disant ça. C'est ça. Et lorsqu'on a introduit la subjectivité, là justement, on est obligé d'entrer dans le cas clinique proprement dit, n'est-ce pas? Puisque même si, par exemple, Munezake, c'est un sociologue existentialiste qui est sensible à ça, c'est très limité. L'analyse du subjectif de ce genre de situation. Pour ça, c'était aussi surprenant, vous l'avez énoncé comme ça, et puis j'ai écouté, mais je n'ai pas trouvé comme ça. Qu'est-ce qui tient de personnel comme ça, de cas personnel? J'ai une réflexion sur ce que nous entendons. J'étais en train de me dire, mais finalement, c'est question du délire, de pourquoi construire un délire, à quoi ça sert. Et je suis en train de me dire, mais ça doit répondre à une nécessité fondamentale pour nous rassurer par rapport à ces questions que tout le monde se posait à un moment donné, de dire comment je suis sûre que ce que je pense est vrai. Si les autres ne le disent pas ou ne me confirment pas, comment je suis sûre que je suis celui que je suis, et si je n'ai pas un retour, s'il n'y a pas ces socios qui me le disent, comme la question de est-ce que dans l'univers il y en a d'autres que nous, ou on est tout seul. Voilà, qu'il a besoin quand même de construire une altérité, quand même, pour qu'on puisse être sûr de la nôtre, quelque part. Et que ça va passer par l'autre. Oui, donc dans la construction du délire, évidemment, il y a cette question de la tentative de guérison, n'est-ce pas? Maintenant, ce qui est frappant, c'est comment certains sujets réussissent, ils ont cette capacité de créer des convictions qui s'écartent des sillons, qui deviennent un peu différents et qui, dans certains moments, justement, finissent par avoir une fonction sociale, dans le cas des théories, par exemple, et d'autres qui vont trop loin dans un certain sens, mais qui ont une autre fonction, puisqu'elles peuvent devenir une œuvre d'art. Si on lit, par exemple, les mémoires d'un névropathe de Schreber, c'est absolument extraordinaire, ça devient une œuvre d'art en soi, n'est-ce pas? Même si c'est complètement délirant. Et c'est le délire érigé à l'œuvre d'art. Et puis même Freud lui-même, par rapport à ce patient à distance, parce que, oui, ce pseudo-patient, ce faux patient. Il a dit qu'il avait une sensibilité extraordinaire qui lui permettait d'être conscient de certains mouvements neurologiques. Oui, il crée des théories, Schreber, de vraies théories, mais qui, au contraire de celles de Freud, n'ont pas été prises au sérieux, ça veut dire ont été considérées comme délirantes. Ok, on doit... Merci en tout cas beaucoup. Merci. À vous.